Bonsoir, ravi de vous retrouver pour votre journal sur 7LTV. Et dans les titres de ce vendredi 21 janvier, le procès Bissonnay. Ce matin, les fils de Jean-Michel Bissonnay, convaincus de l'innocence de leur père, ont été entendus par la justice. 2 mois ferme et 2 ans de mise à l'épreuve. C'est le jugement rendu par le tribunal correctionnel pour les 2 jeunes femmes qui avaient agressé une conductrice de bus le mois dernier. Montpellier va-t-il célébrer un mariage homosexuel? C'est en tout cas la proposition d'Hélène Mandroux qui s'est dite prête à célébrer l'union du couple franco-portugais Tito Livio Santos Mota et Florent Robin. On finira ce journal avec Flamenco en Flammes, le festival de flamenco de Nîmes. Temps fort aujourd'hui dans le procès Bissonnay. Ce matin, la famille des accusés a été auditionnée. Les fils de Jean-Michel Bissonnay, convaincus de l'innocence de leur père, ont été entendus aux assises de l'Hérault. Jean Brun était au procès. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon boulot, la mère de mes enfants, j'ai tout perdu. En pleurs, à la barre face au juré, Marc Bissonnay clame sa douleur. Durant 2 heures, il s'interroge sur l'enquête, sur les journalistes, sur le sens de la justice. L'émotion étreint la salle d'audience devant la douleur de Marc, puis de Florent, son aîné. Tous deux ne veulent qu'une chose, la vérité. Si on condamne quelqu'un, je voudrais que ce soit sur des éléments concrets. Et pas juste sur le fait qu'il a pris le chien ou pas, sur le fait qu'il ait donné ou pas le numéro de Belkacem. Comme je l'ai dit à la barre, c'était pas du tout notre priorité à ce moment-là. Voilà, c'est tout. C'est ensuite Diane Darcourt qui, fait exceptionnel, témoigne depuis Paris par visioconférence. Lors d'une écoute téléphonique, elle explique à son père qu'à la suite de l'expertise psychiatrique, elle aurait préféré qu'il soit déclaré irresponsable. Au téléphone, elle lui explique que la ligne de défense de Belkacem est la plus juste. C'est quand même extraordinaire. On avait rejoint le camp de Belkacem. C'était commode, on s'aligne sur Belkacem, c'est commode, c'est pratique. Et à ce moment-là, elle est convaincue que c'est la vérité, mais nous savons que cette vérité qui est dite à ce moment-là va encore évoluer et va encore changer. Après 10 jours d'audience, la vérité demandée par les enfants de Jean-Michel Bissonnay n'est pas encore prête à se faire jour. Une tentative de vol avec séquestration, cela s'est passé cette nuit entre Nîmes et Galargues. Une dizaine de malfaiteurs auraient participé à cette affaire qui s'est terminée ce matin à Galargues, plus précisément dans une fabrique de bijoux où une partie du personnel a été prise en otage avant d'être relâchée. 2 mois ferme et 2 ans de mise à l'épreuve, c'est le jugement rendu par le tribunal correctionnel pour les 2 jeunes femmes qui avaient agressé une conductrice de bus le mois dernier. Âgées de 18 et 20 ans, ces 2 filles n'avaient pas accepté de prendre un PV pour non-paiement de tickets de bus. À l'appel de la CFTC-TAM, les salariés, une centaine environ, se sont réunis à 14h30 au palais de justice en soutien à leur collègue Muriel. On écoute Jamel Boumaz, délégué syndical à TAM au micro de Jean Brun. C'est plus un acte symbolique pour soutenir la conductrice qui s'était faite agresser le 19 décembre 2010, mais c'est aussi en mémoire de tous les conducteurs des 30 graves agressions qu'il y a eu sur le réseau courant de l'année 2010. C'est aussi pour interpeller les pouvoirs politiques et pour interpeller le ministère de l'Intérieur, parce qu'on a fait une démarche, nous, auprès des députés, que ce soit le député d'Omergue ou le député Vézinet, pour qu'ils interviennent au niveau de l'Assemblée nationale pour réveiller le ministre de l'Intérieur par rapport à la police des transports, où on se retrouve avec une dizaine d'effectifs sur Montpellier, une agglomération comme Montpellier, 10 policiers pour une police de transport. C'est vraiment trop faible pour nous, donc on souhaite avoir quand même une quarantaine de policiers nationaux en plus sur le réseau des transports. Forte perturbation ce matin à 7. De 7h à 9h, les dockers du port ont bloqué l'accès principal des poids lourds à la zone portuaire, provoquant des embouteillages à l'entrée est de la ville. Et autre mouvement social cette fois dans l'éducation, suite à l'appel du collectif L'éducation est notre avenir. Le rassemblement est prévu demain matin à 10h30 devant l'hôtel de l'agglomération de Montpellier. Il y aura-t-il un mariage gay à Montpellier? Madame le maire Hélène Mandroux va proposer ce soir, lors de l'inauguration du nouveau local de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier, de célébrer l'union du couple franco-portugais Tito Livio Santos Mota et Florent Robin, dont la demande a été rejetée par les autorités portugaises. Olivier Roiran a rencontré un des 2 jeunes hommes et les membres de l'association. Voici son reportage. Florent devait se marier cet après-midi devant le consul du Portugal à Marseille avec Tito, son compagnon portugais. Le couple vit ensemble depuis 25 ans et il avait d'abord reçu une réponse favorable du consulat d'un pays où le mariage homosexuel est autorisé depuis janvier 2010.
Tout était en train de se préparer comme il convient, jusqu'à lundi où Madame le Consul, absolument navrée, nous a passé un coup de fil. Elle venait de recevoir un télégramme de son ministère qui lui interdisait de célébrer le mariage, au vu que Florent Robin, c'est-à-dire votre serviteur, était français et que la France ne légalisait pas le mariage entre personnes du même sexe. Un mariage impossible qui a fait à nouveau réagir Hélène Mandroux. Déjà le 14 novembre 2009, en pleine campagne des régionales, le maire de Montpellier avait lancé un appel solennel pour légaliser le mariage homosexuel. Elle avait depuis relancé le président de la République sur ce sujet. Ce soir, lors de l'inauguration du nouveau siège montpelliérain de la Lesbian and Gay Pride, Hélène Mandroux devrait proposer à Florent et Tito de les marier à Montpellier. Une décision symbolique saluée par le couple mais aussi par les associations. Tout acte qui pourrait conduire à la prise de conscience collective d'un pays qui n'applique pas le principe d'égalité est bonne à prendre. Donc si Madame le maire Hélène Mandroux marie ce citoyen portugais, ce citoyen français symboliquement pour interpeller les pouvoirs publics et le gouvernement de ce pays, c'est tant mieux. Aujourd'hui la France, elle accuse plus de 10 ans de retard depuis les dernières modifications du Pacs en 2001. Il est temps que le pays se modernise parce qu'il est composé de différentes populations. Les populations homosexuelles en font partie. C'est pas un sujet à minorer. On parle de milliers de familles, de milliers d'enfants. On parle d'amour aussi. Le 28 janvier prochain, le Conseil constitutionnel devrait rendre sa décision sur la légalité du mariage homosexuel après avoir été saisi par un autre couple héroltais. D'ici là, on connaîtra peut-être la date du mariage de Florent et Tito à Montpellier. Visite ministérielle ce matin pour Nora Berra. La secrétaire d'État à la Santé s'est rendue au Quorum dans le cadre des 15e journées nationales d'études des cadres de santé. Suite à la publication du rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, la ministre s'est notamment exprimée sur les formations des cadres hospitaliers. On l'écoute au micro d'Olivier Roiran. Une première chose, je crois que si on veut reconnaître ces métiers, ça doit d'abord passer par une valorisation des statuts des personnes. La formation jusqu'à présent a été dispensée par des écoles, mais il n'y a pas vraiment d'harmonisation dans les formations, c'est plus de la transmission de savoir-faire. On rentre dans quelque chose de plus professionnalisant et c'est ce qu'attendent les professionnels, parce qu'à partir du moment où la profession s'organise, où la reconnaissance statutaire, c'est-à-dire au niveau universitaire, puisque nous proposons aujourd'hui une reconnaissance au niveau master, leur permettent d'avoir un statut reconnu et qui leur permettent, pourquoi pas, d'avoir des mobilités vers d'autres secteurs d'activité. L'Europe prépare la réforme de sa politique agricole commune. Une réforme qui doit aboutir en 2013 sur fond de gel budgétaire demandé par les grands États membres. La région Languedoc-Roussillon et les organisations professionnelles agricoles ont fait remonter des propositions pour maintenir les aides. L'enjeu se chiffre même en centaines de millions d'euros. On écoute au micro de Pierre-Paul Castelli Stéphane Le Foll. Il est député européen et vient de rédiger un rapport sur la question, ainsi que Fabrice Verdier, le vice-président de la région en charge de l'agriculture. L'enjeu pour moi, et pour beaucoup de députés européens aujourd'hui, c'est d'assurer la pérennité de la diversité des agricultures à l'échelle de l'Europe. Et en particulier celle du pourtour méditerranéen. Donc là, on a des alliés en plus. C'est-à-dire que le Languedoc-Roussillon, il ne faut pas le considérer comme seul contre tous. Vous avez autour du bassin méditerranéen des agricultures, des hommes politiques, des femmes politiques qui pensent à peu près la même chose, que ce soit de l'Italie, en passant par la France, en allant vers l'Espagne. Il y a une convergence de vues, ce qui fait des intérêts communs et ce qui permet à l'échelle de l'Europe, dans les débats qu'on a, de peser pour éviter que certains, alors par contre qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts ni les mêmes points de vue, ne viennent assurer par une majorité la remise en cause de ces agricultures. Donc tout l'enjeu, il est là. Le risque dans un contexte de crise, c'est qu'effectivement le budget agricole au Parlement au niveau européen soit gelé et donc finalement diminuer puisque de nouveaux pays rentrent dans la PAC. C'est pour ça d'abord qu'on va se battre pour maintenir le niveau des aides européennes dans cette région. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut aussi se battre pour rééquilibrer les aides. En général, les agriculteurs du Nord, au-dessus du Rhône, à la limite de Lyon, étaient très aidés et nous on l'était peu. On va faire en sorte de rééquilibrer cela.
Place au sport maintenant avec le match de l'équipe de France de handball. C'était hier face aux Espagnols. Après un début maîtrisé avec notamment la puissance de frappe de Karabatic et Baracce et une belle victoire face aux Allemands la veille, les Bleus ont faibli dans les dernières minutes. En rugby, les Montpelliérains rencontrent donc demain soir à 20h45 les Anglais d'Exeter au stade Yves du Manoir. Objectif, la qualification pour les quarts de finale de la Lim Cup. À noter que le demi d'ouverture François Trinduc et le demi de mêlée Benoît Paillaugue ont tous les deux re-signé pour 3 ans avec le MHR. Enfin, de la boxe avec le championnat du monde féminin. Les Roltaises, Nadège Gzikora affrontera la tenante du titre, Feiner. Le match a lieu demain au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois, 21h35. Championne de France en 2008 puis championne d'Europe en 2009, Nadège Gzikora franchit une nouvelle étape cette fois et vise surtout la ceinture mondiale des poids coqs. On finit ce journal avec le Flamenco en flamme, le festival de flamenco de Nîmes. Depuis le 10 janvier, la ville vit au rythme espagnol pour ce grand rendez-vous. Sont attendus des chanteurs et des danseurs de renommée internationale et vous avez jusqu'à demain soir pour profiter de tous les spectacles. Vamos al tiroteo, c'est le titre du spectacle proposé par Rafaela Carrasco ce jeudi au théâtre de Nîmes. Un titre qui fait référence à une chanson populaire de Federico García Lorca, écrite en 1931. Une façon pour la jeune danseuse de Séville d'explorer le passé pour construire le futur. C'est le type de travail que nos gusta hacer a nosotros. Lo que hicimos fue coger ese disco. C'est le genre de travail qu'on aime beaucoup faire. C'est un disque des années 1931 et c'est un travail de composition au niveau musical, au niveau des paroles qui nous a beaucoup intéressés. Donc nous, on n'a fait que rapporter notre travail là-dessus. Dans ce spectacle, Rafaela Carrasco y a mis beaucoup de fraîcheur et de simplicité, bien rythmée, avec une petite touche de folie. Ainsi, sur le deuxième tableau, ce sont les hommes qui dansent avec la fameuse bata de cola. Le côté qui m'intéresse, c'est de mettre en scène le côté masculin de la bata de cola. Parce que la bata de cola, il y a une partie assez masculine et la technique, finalement, c'est toujours la même. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer. Une fois de plus, ce spectacle s'est achevé sur une véritable ovation du public, après un final très réussi, où les rythmes et jeux de lumière s'enchaînaient au diapason. Je suis heureuse, très heureuse. En plus, le public a très bien répondu. C'est un festival dont on a souvent entendu parler en Espagne, on a souvent eu des échos. Et d'être là, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. En España siempre llega información de este festival, ¿no? Y para nosotros es un orgullo poder estar aquí y además esperamos que sea la primera, pero no la última. On remercie nos confrères de Télémiroir pour ce joli reportage sur le festival de flamenco à Nîmes. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez un point complet sur l'actualité lundi. Bonne soirée à tous. Passez un très bon week-end et puis à bientôt sur cette LTV.